Nous sommes de retour pour l'émission Tête à Tête et je reçois aujourd'hui Robert Payan. Robert Payan, je vous fais une introduction. Il est chercheur, auteur, conteur, chanteur, menteur, voyageur et conférencier. Alors, bonjour, Monsieur Payan. Bonjour, Madame Linda Clouette. Alors, vous êtes originaire de Huntington, mais vous avez vécu toute votre vie dans la région de Vaudreuil-Soulanges, ici, et vos recherches ou votre curiosité dans la palette de vos atouts de vie sont ici. Les activités sont multiples, comme la plupart des gens ici. On n'a pas rien qu'une chose que l'on aime. Hein? L'amour, c'est infini. Et moi, je me dirige là où je pense que je pourrais être le plus utile. Et à travers les activités que je fais, en commençant par la famille, le noyau fondamental de raison même de mon existence, parce que j'ai un père, j'ai une mère comme tout le monde. Hein? En tout cas, je suis bien chanceux d'avoir eu des bons parents. Mais qui viennent de la région, qui vous ont transmis. Ils m'ont transmis plein de valeurs. Alors, les valeurs, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de sacré. Pour moi, en tous les cas, j'aime transmettre ce que j'ai reçu. Comme j'ai reçu le meilleur de mes parents, le minimum que je dois faire, c'est de remettre à ma propre famille et, si possible, à la communauté. Et c'est ce que vous avez fait durant votre vie aussi en tant qu'enseignant. Et présentement, vous êtes historien, on peut dire, historien, oui, sur oui. Tout ce qui se passe, ce que vous avez appris, tous les informations de la région de Vaudreuil-Soulanges et pourquoi Vaudreuil-Soulanges? Mais parce qu'au début, dans les années 1964 et 1965, alors que je finissais presque mes études, il y a eu une construction par le député Paul Gérin-Lajoie, une première cité des jeunes. Et bien là, il a fallu qu'il engage du personnel. Alors, je me suis présenté, on m'a engagé. J'ai fait une carrière de 35 ans dans l'enseignement, en commençant à Rigaud. Hein? J'ai fait 4 ans quand même à Rigaud, hein? 1970 à 1974. L'école secondaire de Rigaud a fermé et ensuite, on m'a dirigé vers Vaudreuil et puis j'ai continué mon travail d'éducateur. Parce qu'éduquer, c'est de faire grandir ses semblables. Et pour faire grandir ses semblables, on essaie de lui transmettre ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce que vous avez fait durant toute votre vie, de transmettre vos informations, vos projets que vous aimez partager au niveau de l'histoire, justement, de la région. Oui, parce que moi, je suis parti d'un petit village qui s'appelle Huntingdon, dans le Haut-Saint-Laurent. Et puis, je voyageais d'Huntingdon, Montréal, pour mes études. Puis une fois que les études terminées, il fallait que je me trouve un emploi. Je me suis donc installé à Vaudreuil pour les raisons que j'ai mentionnées. Mais tout en travaillant à Vaudreuil, j'ai rencontré des milliers d'étudiants, hein, parce qu'en 35 ans, tu as 150 à 200 élèves par année. C'est toujours des noms à apprendre, c'est toujours de la matière à donner. J'ai enseigné 7 ou 8 matières différentes. Il faut toujours que tu te renouvelles. Et puis quand j'ai quitté l'enseignement en 2003, j'ai voulu continuer les bonnes habitudes, de me renouveler. Vous ne pouviez pas arrêter. Non, de me renouveler, de chercher à savoir si c'est seulement dans ma famille qu'il y avait des bonnes valeurs ou s'il n'y en avait pas d'autres ailleurs. Alors, en écoutant les chansons anciennes, en écoutant mon père, mon grand-père, les voisins qui contaient des histoires, et puis je trouvais que ça ne prend pas un gros équipement, hein? Pour transmettre des choses, ça prend une bonne volonté, un petit peu de mémoire, un vocabulaire pour te faire comprendre. Et de la curiosité. La curiosité, oui. Et de transmettre ces valeurs-là qui vous ont été transmises et de transmettre aux autres générations aussi. Parce que je pense que vous parlez de famille, vous avez une belle famille aussi. Oui, moi, personnellement, je suis très heureux. Je suis issu d'une famille que mon père et ma mère ont eu 7 enfants. Moi, je suis en plein centre des 7 enfants, 3 en avant, 3 en arrière. J'ai une famille de 4 enfants. Et maintenant, mes enfants ont déjà chacun un enfant, ou presque, là, hein? Et donc, on voit que l'arbre porte ses fruits, et puis je ne sais pas ce qui va arriver avec eux, mais moi, ce que je sais, c'est que je continue à pousser dans la direction où mes semblables ont besoin de connaître des choses qu'ils ignorent, que moi, que je sais que les autres ne savent pas, comme par exemple, le fait que je suis venu au monde dans un office de douane. La frontière des États-Unis est là, l'État de New York, puis le Québec ou le Canada est de l'autre côté. Alors là, mon père, lui, qui avait
à titre d'officier de douane, il fallait que les gens arrêtent à la douane pour faire la déclaration. Puis en faisant la déclaration, des fois, il faut qu'ils aillent un peu plus loin, jeter un petit coup d'œil dans la valise ou demander où ce qu'ils viennent, où ce qu'ils s'en vont, comme ça se fait encore aujourd'hui. Oui. Mais moi, le petit bonhomme, hein, j'ai grandi là-dedans, la curiosité que mon père devait, par son travail, demander, moi, il m'en est resté un peu. La pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Hein. Et cette histoire de douane, je pense que ça vous amène à votre projet actuel sur lequel vous travaillez sur la prohibition. Parlez-nous donc un peu de ce nouveau projet-là, de ce beau projet qui est en cours. Vous savez que c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Autrefois, ça a bien changé. Le pays au sud du Canada, c'est les États-Unis, l'Amérique, les Américains. À un moment donné, ils trouvaient qu'il y avait des abus. Les parents, les pères arrivaient le soir avec le chèque de paie, puis ils allaient en passant au petit bar, au bistrot, et puis dépensaient la paie, puis ils rentraient à la maison un petit peu chaudasse, puis il n'y avait pas d'argent pour acheter des bottines, puis du pain, puis du beurre. À un moment donné, il y a eu des sociétés sur la tempérance. Et les femmes ont pris ça en charge. Puis ils se sont dit, bon, bien là, ça va faire. Puis ça a fait un mouvement. Puis les présidents, puis les sénateurs, puis les élus, autant d'un côté de la Chambre que de l'autre, ils se sont dit, il faut faire quelque chose, là. La société n'est pas contente, ça va pas bien, on a beaucoup de décès, tout ça. Finalement, ils ont passé la loi, un amendement à la loi, le 18e amendement des États-Unis qui dit qu'il est interdit de produire, de distribuer et de consommer de la boisson alcoolique, de 1920 à 1933. Mais mon père, moi, qui est officier de douane, est obligé de surveiller la prohibition, comme tous les postes de frontières le long d'une des plus longues frontières au monde, celle du Canada de 2700 milles de long. À l'époque, dans les années 20, la frontière, c'était comme... C'était un peu lousse, hein? C'était un peu lousse, hein? Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les gens... D'abord, pourquoi les gens au Québec fournissait de l'alcool aux États-Unis qui s'en allait jusqu'à Chicago. Alors là, à ce moment-là, on a le conteur qui raconte cette histoire-là, qui est merveilleuse, qui est une grande histoire de l'histoire du Canada et des États-Unis, hein, les voisins, et le chercheur. Parce que là, vous cherchez aussi à savoir le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le chercheur se transforme en conférencier, parce que depuis 2013, on est en 2018, depuis 5 ans, je prends des photos, je vais voir les propriétés, les maisons, les résidents le long de la frontière. Je prends rendez-vous, je m'arrête, je les questionne, je prends des photos, les bornes. Et puis, il y a des maisons qui sont construites en plein milieu de la ligne frontalière entre le Canada et les États-Unis. Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de faire une frontière. Alors, la moitié de la maison avait le droit de boire, puis l'autre moitié dans le salon, on buvait, puis on ne buvait pas dans la cuisine. Exactement. C'est exactement ça. Puis ça, c'est cocasse. Hein? Les gens ne savent pas comment nos deux pays, les États-Unis et le Canada, a été placés dans des situations un petit peu compromettantes. Ah oui. Hein? Et c'est un peu votre rôle que vous voulez nous apporter. Parce que, bon, dans la vitesse de la vie et tout ça, on oublie ces choses-là. Puis il ne faudrait pas les oublier. Et il y a aussi il y a une façon aussi de passer, je pense, cet héritage-là, Robert, par le chant. Oui. Hein? Le chant la oral, chanson traditionnelle, ça fait depuis assez longtemps. D'ailleurs, pas si longtemps, le 15 décembre, si ma mémoire est bonne, à la maison Félix Leclerc, à Vaudreuil-Dorion, j'ai organisé ma 25e soirée de chansons à Vaudreuil-Dorion. Bien, ça ne s'appelait pas Vaudreuil-Dorion tout le temps. Avant, ça s'appelait Vaudreuil. Puis c'était 2 municipalités qui se sont fusionnées en 1994. Là. Donc, moi, mon plaisir, c'est d'entretenir ma mémoire. Puis, entretenir sa mémoire, on l'entretient plus facilement quand c'est des affaires qu'on aime. Alors, je trouve une chanson que ça raconte quelque chose, une complainte, par exemple, une situation, comme par exemple le 15 de janvier, qui ne fait pas tellement longtemps, bien, c'est la traverse sur la glace d'une rive à l'autre, et ça fait partie de notre culture. Les grandes traverses sur la glace du fleuve Saint-Laurent, bien, il y a des chansons, là, ça m'intéresse de les apprendre pour pouvoir les transmettre à d'autres. C'est des situations essentielles et vitales, parce que si tu ne vas pas chercher tes aliments de l'autre côté en traversant tes glaces, et tu vas faire quoi quand tu n'as pas de gibier à tuer et tu n'as pas pris
en charge la nourriture pour passer l'hiver. Il faut que tu ailles chercher du pain, du beurre, puis tout ce qu'il faut. Alors, ça faisait partie du quotidien de survie des colons à l'époque, et tout ça au niveau de la glace. Et c'est ce que vous avez apporté en Belgique, je pense? En Belgique, pas en Belgique, c'est en France. En France, ça fait plusieurs années que je vais en France. Je pense que ça fait 6 ou 7 fois, je les compte plus. Là. La dernière fois que je suis allé, c'est l'an passé, au mois d'août, en Bourgogne plus précisément, parce qu'on m'avait invité à aller compter dans un château. Mais je ne sais pas si vous le savez, là, mais pour un compteur, être invité pour aller compter dans une ville médiévale, à côté duquel il y a un château, et là, tu vas raconter des histoires de ma région, des histoires traditionnelles, des histoires de Tijan, des histoires de loup-garou, des histoires de feu follet, des histoires de chasse-galerie, des histoires de diable, comme ici à Rigaud, avec le chant des guérets. Hein, le diable, à un moment donné, a pénalisé le laboureur, il a transformé les pommes de terre en pierre. En roche, c'est ça. Ah, oui. C'est ici, c'est arrivé, là. Puis c'est une des histoires, des légendes les plus connues au monde, là. On est justement à l'endroit. C'est tellement passionnant. Et surtout le fait aussi, je pense, que d'aller rapporter cette histoire-là en France, qui sont nos ancêtres. Hein? Oui. Alors, on leur ramène une histoire de leurs ancêtres. Oui. Alors, c'est un peu comme où vous situez l'Amérique dans ça, ou le Canada avec l'Europe. Ça devait être assez intéressant. Oui, parce qu'on s'aperçoit avec le temps, tu as tellement raison, on s'aperçoit avec le temps que les compteurs qui circulent d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre, c'est les mêmes histoires dans des langues différentes, mais avec les mêmes thèmes qui reviennent. Hein. Parce que l'histoire du diable, le bien puis le mal, bien, c'est un sujet universel. Ouais, l'histoire de loup qui se transforme en loup-garou, l'homme qui se transforme en loup-garou, il y en a eu partout. Hein, des histoires de Dracula, hein, ça partit dans les Carpates, là, dans la région de la Roumanie, puis à un moment donné, ça s'est répandu partout par la télévision, par le cinéma. Et romancé de différentes façons et de présenter de différentes façons. Maintenant, ils disent que je pense que l'histoire qui est suivie sur Dracula est en amour. Hein? Ouais. Finalement, c'était pas si méchant que ça. C'était pas si laid que ça. Hein? Fait que on transforme les histoires. C'est un peu ça que vous faites aussi. Oui, hein? On transforme, on les rend au goût du jour. Hein? C'est ça. Parce que vous avez les menteries, hein? Je pense aussi. Oui, les menteries. Une menterie bien comptée, d'ailleurs, ça fait partie un peu de mon expression. Je préfère une menterie bien comptée qu'une vérité camouflée. Vous devriez dire ça à Trump. Ouais. M. Trump. Moi, je ne fais pas des news, hein. Je ne fais pas rien de fake. Je compte des menteries pures, mais dans la menterie, il y a toujours un petit quelque chose qui nous rejoint. Et c'est ce petit quelque chose-là qui fait du bien. On ne peut pas savoir à quel endroit pour chacun, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est bon dedans. Alors, je pense que tout votre vie, vous avez raffiné cette notion de conte, cette notion en passant par le chant aussi, parce que c'est une autre façon d'art oral. Vous avez un terme pour ça, je pense, le nouveau... Oui, bien, le thème... c'est que mon père, ma mère chantaient des chansons. Ces chansons-là, je les trouve intéressantes, je les ai gardées. Puis j'ai rajouté celles de la famille, de mon conjoint, celles de mes oncles, de mes tantes. Il y avait déjà un noyau d'une 35 chansons. Pour les contes, j'ai fait la même chose. Mon père me racontait l'histoire, ma mère aussi. On avait un noyau de 10-12 contes ici que j'aimais beaucoup parce que ça m'avait impressionné quand j'avais 5 ans, 6 ans, 8 ans. Parce que les enfants de 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, puis même, ça n'a pas d'âge. En fait, on peut être enfant à tout âge, hein. Et puis la jeunesse est éternelle, dans le fond. Alors, moi, je me dis que il n'y a pas de vieilles chansons. Il y a juste des vieilles mentalités. Il n'y a pas de... Puis une vieille chanson qui vient juste d'être chantée, mais c'est pas une vieille chanson, j'ai une chanson neuve pour ceux qui l'entendent pour la première fois. Oui, il y a des jeunes qui reprennent des vieilles chansons, puis qui les transforment, puis les mettent au goût du jour, mais les paroles, comme Évangeline et tout ça, c'était des chants, je veux dire, de l'Acadie, et on la reprend présentement. Mais dans tout ça, dans toutes vos activités ou dans tous vos projets, vous êtes encore très actif sur des conseils d'administration, je pense, ou des associations, lesquelles que vous êtes membre. Oui, bien, j'ai cofondé la télévision communautaire, c'est sûr, la télé, avec André Desrochers puis d'autres qui étaient là. J'ai fondé le regroupement du Conte du Québec, pas tout seul, on était une équipe en 2003.
le regroupement du Conte du Québec. J'étais là au moment de la fondation. J'étais à la fondation aussi quand on a créé le Conseil culturel de Vaudreuil-Soulanges. Qui est un peu l'ancêtre du Conseil des arts de Vaudreuil-Soulanges. Conseil des arts. Avant le Conseil des arts, c'était le Conseil culturel. Puis avant le Conseil culturel de la municipalité régionale, c'était le Conseil municipal de Vaudreuil. Et puis, de plus en plus, les municipalités régionales adoptent une politique culturelle. Comme ça, les artistes se trouvent à avoir un endroit auquel on peut avoir une écoute. Sans ça, il n'y en a pas d'écoute. Personne, tout le monde se lance la balle. Oh oui, c'est important, mais on fait quoi? On ne sait pas, personne n'est responsable de rien. Fait que la culture ne devient pas politique un peu? Il ne faut pas séparer la politique du culturel parce que la politique, c'est eux qui détiennent les droits, mettons, de taxation. La culture n'a aucun droit de taxation. Donc, si les politiciens ne nous aident pas, c'est dommage. Moi, on a un droit d'existence, la culture a un droit d'existence. Et c'est un peu ce que, depuis tout votre parcours, vous essayez de garder, puis que ça soit retransmis par les autres générations aussi et tout. On essaie de faire du partenariat avec les personnes. Comme là, la culture essaie de faire un partenariat avec les gens d'affaires. Parce que les gens d'affaires ont besoin de temps en temps d'animation ou d'activités, que ce soit à l'occasion d'une période du temps des fêtes, on fait un petit party, à l'occasion d'un anniversaire. Donc, on ne peut pas mettre de côté trop la culture, que ce soit pour acheter un tableau, en souvenir, ou quand tu prends ta retraite, on te fait un petit cadeau, bon, on va aller voir les artistes, puis on va leur prendre un petit souvenir, quelque chose qui a été tissé à la main, quelque chose qui a été sculpté. Tout ça, ça fait partie de la beauté, hein, qui est éternelle. Quand il y a quelque chose qui est beau, ça ne peut pas jamais venir laid. Tu aurais un mot à dire à nos auditeurs, où on peut acheter tes livres, tes CD. Comment on peut te rejoindre aussi pour t'inviter dans notre ville ou dans notre village à venir nous parler de tes recherches? Ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui, c'est d'aller sur l'Internet pour regarder une bonne émission de C'est sur la télé, par exemple. Alors, allez sur l'Internet et vous avez juste à composer Robert Payan. Allez voir Robert Payan sur le site et vous allez voir ce qu'il y a de fait là-dessus. Et puis... Et surtout, où on peut vous suivre. Mais il faudrait écouter C'est sur la télé. Exact. Parce que toute la publicité, toutes les activités que je fais, ça passe aux nouvelles de C'est sur la télé. Alors, merci beaucoup, Robert. Grand plaisir. Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci à l'organisation. Et puis, longue vie à C'est sur la télé. Merci beaucoup. Merci et bonne semaine.